Janvier 1959. Un homme descend à l'hôtel George Washington à Manhattan. Un provincial de plus venu tenter sa chance à New York. Telles sont du moins les apparences. Mais la réalité est tout autre. Il est agent ultra secret du GRU, les services secrets militaires soviétiques. 3 ans et 2 millions de dollars ont été investis dans sa formation. Nom, Carlo Twomey. Âge, 42 ans. Né dans le Michigan, il a émigré en URSS en 1933 avec son beau-père communiste, qui a cru dur comme fer au paradis des travailleurs. Celui-ci l'a récompensé à sa façon. Il a été fusillé lors d'une purge sous Staline. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, Twomey a été chasseur alpin dans l'armée rouge. Et après la guerre, il s'est installé en Russie centrale, à Kirov. Il s'est marié et a eu 3 enfants. Pendant ses études, il a arrondi ses fins de mois en renseignant le KGB sur ce qui se passait à l'université. 1er mai 1957. La guerre froide s'intensifie et l'armée rouge montre ses muscles. À Moscou, Carlo Twomey sollicite une formation spéciale pour devenir agent secret aux États-Unis. On lui fournit un appartement de standing au dernier étage de cet immeuble. C'est sur le toit de celui-ci que se trouve le centre de formation des services secrets soviétiques. Pendant 2 ans, 6 instructeurs, sous la direction d'un certain Alexei Galkin, vont initier Twomey aux techniques d'espionnage. Il apprend à déchiffrer des messages écrits à l'encre sympathique, à maîtriser la microphotographie et à détruire rapidement des documents. Il visionne des heures et des heures de films américains pour repérer l'argot récent et les expressions à la mode. En 1959, Twomey est envoyé à New York sous son vrai nom, mais avec un passé fictif, en jargon d'espionnage, une légende. Sa première mission, retourner dans le Middle West et se familiariser avec les lieux mentionnés dans sa fausse biographie. Il se rend donc à Milwaukee, dans le Wisconsin, où il est censé avoir travaillé. Mais tandis qu'il vérifie les détails de son nouveau passé, il est déjà dans le collimateur du FBI, qui aujourd'hui encore refuse de révéler qui l'a mis sur la piste. L'agent du FBI affecté à sa surveillance s'appelle Don Moore. C'est très difficile de suivre longtemps un espion sans se faire remarquer. Parfois même, on perd sa trace. Moi, je pensais qu'il valait mieux le rencontrer pour savoir si on pouvait envisager sa collaboration. Le FBI finit par arrêter Twomey. Accusé d'espionnage au profit de l'URSS, il est conduit dans cette maison pour y être interrogé. Il résiste pendant 2 jours. Puis, il finit par avouer qu'il est bien un espion. Il lui faut alors choisir l'expulsion vers l'URSS avec son corollaire, la déportation, ou la collaboration avec les États-Unis. Dans ce monde, pour survivre, il faut être réaliste. Qu'est-ce qui me serait arrivé en URSS? Je ne serais pas rentré dans ma famille. J'aurais été fusillé pour trahison ou envoyé pour le restant de mes jours en Sibérie. Twomey entame donc sa double vie. Il rentre à New York, s'installe d'abord au Seville Hotel sur Madison Avenue, puis il loue un appartement sur Roosevelt Avenue, dans le Queens. Des hommes du FBI emménagent 2 étages au-dessous. Pour parfaire son image de citoyen américain, il étudie la comptabilité et se trouve un emploi chez Tiffany's, le temple new-yorkais de la bijouterie de luxe, symbole mondial du capitalisme s'il en fut. Il établit des boîtes aux lettres, des points de contact utilisés pour passer de l'argent ou des documents sous un pont ferroviaire du Queens, près d'un réverbère au cimetière St. Michael, sous un pont du métro aérien dans le Bronx.
Il récupère les messages et l'argent de son contact du GRU et lui communique des renseignements soigneusement choisis par le FBI. La trahison n'étant pas démasquée, Tuomi prend de l'assurance. Ses patrons soviétiques sont contents de lui, ceux du FBI aussi. Il obtient même une augmentation chez Tiffany's. Mais sa vie secrète bien tranquille va bientôt être ébranlée par une crise mondiale. Berlin, août 1961. L'Union soviétique décide de fermer la frontière entre Berlin-Est et Berlin-Ouest. Elle fait ériger un mur pour stopper le flot de réfugiés vers l'Ouest. Et la ville devient un point chaud pouvant à tout moment faire éclater la guerre. Pendant cette crise, Tuomi reçoit des ordres pressants du GRU. Le Kremlin veut des renseignements sur les mouvements des troupes américaines et des navires à quai à Brooklyn. Le FBI fait donc embaucher Tuomi dans une compagnie maritime de Brooklyn, à l'embarcadère numéro 8. Là, il se mêle aux ouvriers des chantiers navals et recueille des informations importantes. Je récoltais beaucoup de renseignements en me promenant sur les quais le soir et aussi dans les bars. J'avais sympathisé avec les dockers, on buvait pas mal et ils parlaient beaucoup. Les soviétiques exigent de plus en plus de renseignements et les obtiennent avec les compliments du FBI. Les renseignements étaient exacts, mais bien sûr triés. C'était donnant-donnant. 23 septembre 1962. Tuomi est convoqué à un face-à-face avec un de ses supérieurs soviétiques. Il est aussitôt pris de panique. Une telle convocation est sans précédent pour un agent ultra-secret. Il reçoit les instructions suivantes. À 9 h, vous vous rendrez en voiture à la gare de Greystone, dans le comté de Westchester. Vous aurez une canne à pêche et un seau en plastique rose. Vous prendrez le pont qui mène à la rivière. Un autre pêcheur viendra à votre rencontre en disant « Je crois que nous nous sommes vus au Yacht Club l'an dernier ». Vous lui répondrez « Non, j'ai quitté le club en 1960 ». Tuomi avertit le FBI. 6 agents, déguisés en pêcheurs, surveilleront la rencontre. Je me suis rendu à ce rendez-vous avec beaucoup d'appréhension. Je ne savais pas pourquoi ils m'avaient convoqué. Ils se doutaient peut-être que je travaillais avec le FBI. Ils voulaient peut-être m'interroger là-dessus, m'enlever et me renvoyer dans une malle à Moscou. À la vue de son contact du GRU, Tuomi n'en revient pas. Il est devant Alexis Galkin, qui dirigeait l'école d'espionnage à Moscou. Celui-ci lui dit « La situation va devenir explosive dans les mois à venir. Il se peut que les États-Unis se mobilisent pour la guerre. Vous vous rendrez à la base de sous-marins nucléaires de New London aussi souvent que votre sécurité le permettra pour nous renseigner sur toute activité inhabituelle, même anodine. » Lorsque Tuomi fait son rapport au FBI, ses dires confirment ceux d'autres agents. Les Russes trament quelque chose. Mais quoi? Et où? Mystère. Pourtant, peu à peu, les pièces du puzzle s'assemblent et les soupçons se dirigent vers Cuba. Les avions espions U-2 chargés de la surveillance aérienne confirment le pire. Les Soviétiques installent des missiles nucléaires à Cuba. Octobre 1962. Un convoi transportant des missiles soviétiques est bloqué par la marine américaine. On frôle la guerre, avant que les Soviétiques ne finissent par s'incliner. Une semaine après la fin de la crise de Cuba, Tuomi se rend à un match de football entre les New York Giants et les Washington Redskins. Lorsque la foule entonne l'hymne national, Tuomi se surprend à chanter avec elle et mesure soudain à quel point ses sentiments ont basculé. Juillet 1963. Cette fois-ci, il doit définitivement choisir son camp. Il vient d'être rappelé en Union soviétique. Il sait que cela équivaut au baiser de la mort. Il opte pour l'Amérique. Il fournit au FBI de précieuses informations, notamment sur la façon dont les services secrets soviétiques forment et dirigent leurs agents.
Son nom figure désormais sur la liste noire du KGB. La liste de ceux que l'on traquera partout, dans le monde entier. C'est presque par hasard que Carlo Tuomi a trahi. Sur fond de guerre froide, un autre homme va jouer lui aussi un terrible double jeu, mais par choix. Septembre 1960, le paquebot soviétique Baltika arrive à New York avec à son bord le premier ministre soviétique en personne, Nikita Khrouchtchev. Il est à la tête d'une délégation spéciale venue aux Nations Unies pour parler désarmement nucléaire. Dans son entourage, un jeune et brillant diplomate, déjà expert en politique nucléaire. Nom, Arkady Shevchenko, âge 30 ans, né en Ukraine, fils de médecin. Le jeune Shevchenko, ici aux côtés de son père, est fonctionnaire des affaires étrangères. C'est la star montante de la diplomatie soviétique. Mais une star déjà travaillée par le doute. Toutes les paroles musclées de Khrouchtchev en faveur du désarmement ne peuvent lui faire oublier la funeste course aux missiles nucléaires. Au milieu des années 70, Shevchenko est devenu un membre influent de la mission soviétique à l'ONU. Il a même été nommé sous-secrétaire général par Kurt Waldheim. Protégé de l'ambassadeur soviétique, le pur et dur Andrei Gromyko, il est au courant de tous les secrets du Kremlin. Il sait tout de l'armement soviétique et de la stratégie internationale de l'URSS. Il vit dans ce luxueux gratte-ciel dans l'East Side de Manhattan, avec sa femme Lena et leur fille Anna. Arkady Shevchenko est un homme qui a réussi. Mais un homme de plus en plus écartelé par un douloureux secret. Pas même sa famille ne soupçonne que ce diplomate émérite livre un combat désespéré avec sa conscience. Plus on était haut dans la hiérarchie, et plus il fallait obéir aux règles de comportement de l'époque, à savoir l'hypocrisie, le mensonge et la désinformation. J'étais obligé de faire des choses que je détestais, et peu à peu je me suis mis à détester le régime. Écœuré donc par ce régime qu'il représente aux Nations Unies, Shevchenko prend une décision des plus dangereuses. Lors d'une réception diplomatique, il prend un collègue américain à part et lui chuchote sa décision de passer à l'Ouest. Ébahi, celui-ci organise un rendez-vous clandestin dans une librairie proche de l'ONU pour un premier contact visuel avec un agent de la CIA. Une rencontre fortuite n'éveillera pas les soupçons. À la suite de celle-ci, Shevchenko reçoit l'ordre de se rendre dans un hôtel particulier près de chez lui. Le soir du rendez-vous, il est soudain pris de panique. La mission soviétique de l'ONU grouille d'agents du KGB qui se font passer pour des diplomates. Le moindre soupçon de leur part, et c'est la catastrophe. L'angoisse au ventre, Shevchenko se rend quand même au rendez-vous. À mesure qu'il s'enfonce dans l'East Side et ses rangées d'immeubles sombres, les rues semblent se remplir d'ombres sinistres. Il se dirige vers l'hôtel particulier, le cœur battant. Le KGB l'a-t-il repéré? Si oui, pourra-t-il s'en sortir? Mais il se dit que cela ira très vite. La CIA ne peut qu'accueillir à bras ouverts un transfuge d'aussi haut rang. À l'intérieur de la maison, c'est la douche froide. La CIA le soupçonne de n'être qu'un appât du KGB, un outil de désinformation. Les Américains décident de le tester. Il devra prouver sa sincérité en espionnant pour le compte des États-Unis. Peu préparé à une telle exigence, Shevchenko est manifestement troublé. Il connaît le danger omniprésent que constitue le KGB. Il n'a pas été formé pour espionner et ne s'en sent pas la carrure. Mais il comprend qu'il n'a plus vraiment le choix. Le simple fait d'avoir contacté la CIA a scellé son destin. Sa vie secrète d'agent du contre-espionnage américain commence. Mais c'est avec beaucoup de réticence qu'il entame cette deuxième et occulte carrière. Malgré la menace permanente du KGB, Shevchenko rencontre régulièrement ses contacts de la CIA. Il leur révèle les plans diplomatiques ultra secrets, la stratégie de Khrouchtchev pour les négociations sur le désarmement,
et les projets d'accroissement des stocks d'armes chimiques et biologiques. Il identifie également les agents soviétiques utilisant l'ONU comme couverture. Au moins 30 à 40% des soviétiques du secrétariat des Nations Unies étaient soit des professionnels du KGB ou collaboraient avec celui-ci. Le principal objet de leur attention, bien sûr, était les États-Unis. La production d'armes, l'organisation et les secrets militaires et tout ce qui tournait autour. Shevchenko et ses contacts de la CIA utilisent plusieurs lieux de rendez-vous pour éviter de se faire repérer. Entre autres, l'hôtel Waldorf Astoria, où les réceptions diplomatiques fournissent des prétextes de rencontre. Pour minimiser les risques, la CIA loue un appartement dans l'immeuble de Shevchenko, 2 étages au-dessous de chez lui. C'est là qu'il rencontre les hommes de la CIA, en rentrant de son bureau. Tout fonctionne à merveille, jusqu'au jour où les autorités soviétiques commencent à se demander pourquoi les Américains sont au courant de leurs moindres gestes. Le Kremlin ne s'explique pas certaines fuites, et il décide de tendre un piège. Il fait circuler une fausse information pour repérer le traître. Les soupçons se portent très vite sur Shevchenko. Aux Nations Unies, les craintes de celui-ci redoublent lorsqu'il sent la surveillance du KGB se renforcer. Il sait qu'il est suivi, que son téléphone est sur écoute. Et un jour, ce que tout espion redoute le plus arrive. Mars 1978. Shevchenko est rappelé à Moscou, sous le prétexte d'assister à des réunions sur le traité des missiles SALT II. Un clignotant rouge s'allume dans sa tête. Il sait que la position soviétique sur ce traité a déjà été adoptée. C'est donc un stratagème. J'étais devenu nerveux, irritable. Je savais que j'étais en grand danger. Et en plus, je me sentais surveillé. Et un beau jour, je reçois cette convocation de Moscou à laquelle je ne m'attendais pas du tout. Ça n'arrive presque jamais. Avril 1978. Le moment crucial est arrivé. À la nuit tombée, Shevchenko se glisse dans son bureau des Nations Unies. Pour ne pas éveiller les soupçons, il finit quelques rapports jusqu'à minuit. Puis il rassemble ses affaires personnelles et quitte le bâtiment pour la dernière fois en tant que représentant soviétique. Très nerveux, il rentre chez lui. Il a froid dans le dos. Sa vie passée à servir le communisme défile devant ses yeux. Il est angoissé, terrifié. Il traverse le hall d'entrée. Il se dirige vers l'ascenseur qui l'emmène jusqu'au 26e étage. Dans l'appartement, Lena est endormie. Shevchenko et sa femme n'ont pas cessé de s'éloigner l'un de l'autre. C'est une communiste convaincue, il ne peut lui confier son secret. Il lui laisse un peu d'argent ainsi qu'une lettre où il lui révèle son projet de changer de camp. Il fait son sac, évite de prendre l'ascenseur, descend les 26 étages par l'escalier de secours et sort par derrière. Une voiture de la CIA l'attend. Sous garde rapprochée, Shevchenko est conduit à toute vitesse dans une cache en Pennsylvanie. Après 32 mois harassants, sa trahison a pris fin. Mais il lui faut désormais craindre la vengeance du KGB. La CIA le réinstalle à Washington. Là, il apprend que sa femme Lena est rentrée à Moscou. Quelques semaines plus tard, il apprendra aussi qu'elle est morte, apparemment suicidée. Shevchenko pense qu'elle a été tuée par le KGB. À Moscou, la Cour suprême le condamne à mort par contumace. En 1986, Shevchenko devient citoyen américain. Il se bâtit une nouvelle vie dans le pays qui autrefois était son pire ennemi. Je suis très heureux parce que j'ai trouvé ici ce que je voulais. C'est vraiment aux États-Unis que je voulais vivre. Peut-être n'étais-je pas né dans le bon pays.
Karlo Twomey, soldat, ouvrier, enseignant. Arkady Shevchenko, intellectuel, diplomate, membre de l'élite soviétique. Deux hommes qui ont risqué leur vie pour leurs convictions et réussi à survivre aux dangers et aux tourbillons de la guerre froide. Janvier 1959. Un homme descend à l'hôtel George Washington à Manhattan. Un provincial de plus venu tenter sa chance à New York. Telles sont du moins les apparences. Mais la réalité est tout autre. Il est agent ultra secret du GRU, les services secrets militaires soviétiques. 3 ans et 2 millions de dollars ont été investis dans sa formation. Nom, Karlo Twomey. Âge, 42 ans. Né dans le Michigan, il a émigré en URSS en 1933 avec son beau-père communiste, qui a cru dur comme fer au paradis des travailleurs. Celui-ci l'a récompensé à sa façon. Il a été fusillé lors d'une purge sous Staline. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, Twomey a été chasseur alpin dans l'armée rouge. Et après la guerre, il s'est installé en Russie centrale, à Kirov. Il s'est marié et a eu 3 enfants. Pendant ses études, il a arrondi ses fins de mois en renseignant le KGB sur ce qui se passait à l'université. 1er mai 1957. La guerre froide s'intensifie et l'armée rouge montre ses muscles. À Moscou, Karlo Twomey sollicite une formation spéciale pour devenir agent secret aux États-Unis. On lui fournit un appartement de standing au dernier étage de cet immeuble. C'est sur le toit de celui-ci que se trouve le centre de formation des services secrets soviétiques. Pendant 2 ans, 6 instructeurs, sous la direction d'un certain Alexei Galkin, vont initier Twomey aux techniques d'espionnage. Il apprend à déchiffrer des messages écrits à l'encre sympathique, à maîtriser la microphotographie